Radio Soupante, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Hakai, qui va maintenant, tout de suite, sans attendre, vous parler d'une rencontre magnifique que nous avons fait avec ma camarade, c'était vendredi. Ça nous a coûté 2 tickets de bus à chacun. Et en partant de Montreuil, on est allé donc au Pré Saint-Gervais, où j'avais jamais mis les pieds, où j'aurais probablement jamais mis les pieds, s'il n'y avait pas cette occasion de regarder, de rencontrer en tout cas un graveur magnifique par son travail et par sa personne aussi. Le Pré Saint-Gervais, c'est ça, le bled? Ouais, en fait, on a pris le 115 jusqu'à la Porte des Lilas, et là, on est allé à pied pendant, un quart d'heure de marche pour rejoindre cette petite galerie qui s'appelle la Rutile. La Rutile? La Rutile, c'est une galerie qui appartient à la commune et qui apparemment, Sylvain Salomovic est résident au Pré Saint-Gervais, donc qui peut avoir cette galerie pour exposer, quoi. Alors, attention, c'est toute petite galerie, on a déjà vu des petites, mais ça, c'est la plus petite qu'on n'ait jamais visitée. Je serais incapable d'y retourner, je ne sais plus du tout, je n'ai pas de repère vraiment pour y aller. Je pense que c'est tellement paumé dans une petite rue, dans un environnement assez banal, il n'y a rien de remarquable, sauf un regard sur des circulations d'eau qui remontent peut-être au XVIIe ou XVIIIe siècle. Voilà. Et là, la porte ouverte, et lorsqu'on est entré, on était juste tout petit peu en avance, on voit un homme qui vient vers nous, gentil, souriant, voilà. Oui, non, c'est ouvert, on est rentré, et on a commencé à balader nos regards de voleurs là, sur les images qu'il y avait sur les murs. Alors, ce sont des formats assez grands pour des estampes de gravure sur bois, enfin gravé, oui, l'origine, le bois, et en couleur, elles étaient toutes en couleur. Alors, je pense que c'est assez exceptionnel de rencontrer ce genre de travail. On était un peu scotché parce que c'est une gravure qui se veut, je crois, populaire, qui ne se prend pas la tête, qui montre des images, qui montre la beauté des images, et avec un créateur très discret, etc. Tout ça, c'est un ensemble, si vous voulez, d'émotions, de ressentis, qui nous a conduit à nous questionner sur le pourquoi, le comment et l'intérêt de ce genre de rencontres artistiques. Ouais, c'est vrai que on avait Juju nous avait envoyé donc l'affiche de son exposition. Donc moi j'ai tout de suite été séduite par cette affiche un peu bucolique avec des couleurs douces. Donc je me suis dit c'est un travail qui donne envie de voir. Donc on est allé moi je suis allée un peu sur son site et là je me suis dit ouais, je pense qu'on va vraiment apprécier. Alors c'est vrai que voir les œuvres en vrai c'est toujours beaucoup plus fort. Alors c'est vrai que cet homme est très discret. On a visiblement il n'avait pas envie de raconter toute sa vie. Ce qu'on a pu savoir en farfouillant un peu sur le net et en discutant avec lui, c'est que voilà, il a commencé à faire de la photographie, s'est intéressé très tôt à l'image. Il a fait les beaux-arts entre les années 75 et 80. D'ailleurs, il avait 2 copines des Beaux-Arts qui étaient là au vernissage, et qu'après, donc, il a travaillé dans cet atelier au Lilas pour la typographie et la gravure, où on fait toujours des rencontres assez magnifiques, en fait, de graveurs qui viennent de ce lieu-là. Et donc, il nous a dit, effectivement, il y a beaucoup de couleurs sur ces images, donc il travaillait avec plusieurs matrices, et ce qui est intéressant, moi j'étais un peu subjuguée par ces couleurs, c'est qu'il fabrique lui-même ces couleurs. Avec des pigments et de la colle. Voilà, donc à un coût apparemment qui défie toute concurrence, et il dit effectivement que s'il fallait qu'il achète des encres pour tout ça, ça lui reviendrait vraiment beaucoup. Oui, surtout qu'il fait des grands formats.
Ouais. Alors cette exposition est consacrée à ces gravures en couleur à l'eau. Donc c'est donc à l'eau parce qu'effectivement c'est des encres qui sont à l'eau. Donc il y a du paysage, il y a des pierres. Mais vraiment il y a quelque chose qui m'a vraiment emporté dedans. Il y en avait une qui était assez grande. Je crois que c'est un méandre de la Seine ou je sais plus. C'est un paysage qui était assez en longueur là, qui était un peu face de côté vitre. Et puis après moi j'ai craqué. Il a 3 grenouilles et j'étais complètement béate devant ces grenouilles de Vézelay. Alors c'est de 2017 et voilà, c'est pareil, je trouve qu'il a un vert qui me séduit complètement. Il y a un vert qui passe du vert tendre au vert foncé, mais son vert tendre je le trouve vraiment exceptionnel quoi. On le retrouve sur vraiment plusieurs gravures. Oui, c'est un travail, non, c'est un vrai travail d'artiste graveur. Que ça veut dire un vrai travail, ça veut dire que on sent bien que c'est pas quelque chose, une production faite pour séduire. Hein. À mon avis, c'est un peu tout le contraire de la séduction. Mais par contre, où l'émotion est très forte, voilà. Ça dégage une émotion qui vous tape où il faut, quoi. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas que de la campagne et des paysages bucoliques. Hein. Il y avait aussi il y a quelques intérieurs, il y a quelques pierres. Il y a aussi des images de banlieue avec des immeubles de prolo, quoi, typiques et un peu, je trouve, de la banlieue parisienne, enfin de ce qui reste de la banlieue parisienne du 19e ou d'avant, voilà. Vous avez planté au coin d'une rue un immeuble tout seul, mais grand, qui domine des petites maisons à côté, etc. etc. C'est vraiment... ça dégage aussi une sorte de nostalgie de choses qui ont déjà disparu ou qui sont en voie de disparition. Ces images d'immeubles un peu pouilleux, quoi, on peut dire ça comme ça, avec des revêtements en plâtre, souvent le plâtre quand il vieillit à l'air libre, c'est pas vraiment jojo, il y a des traînées grises, etc. etc. Voilà, c'était comment on appelle ça quand on recouvre des façades. Si, il y a un nom, enfin bon, bref. Le crépi, non. Du crépi, voilà, mais c'était pas un crépi au sens actuel, c'était une chose de recouvrement des briques ou des parpaings, mais en plâtre, voilà, c'est typique de la région parisienne, ça. Ouais, alors donc Sylvain Selomovitch a une grosse production, donc en plus, effectivement, nous on a pu, donc il y a cette exposition qui sont ces gravures en couleur à l'eau, mais il y avait effectivement donc dans des cartons à dessin d'autres gravures, et il a aussi une production de livres assez incroyable, et là il fait tout seul. Ouais. Il fait la couverture, il écrit les textes, il fait la reliure. Il fait tout le travail. Et ce dont tu parles, effectivement, c'est dans un livre qui s'appelle Cointos Bizarres. Donc je pense que c'est justement un peu des lieux de mémoire. C'est des lieux de mémoire qu'il a rencontrés, qu'il a croqués. Mais on n'a pas eu le temps de discuter avec lui pour savoir s'il faisait des croquis sur le motif, s'il reprenait ça en atelier après. En fait, voilà, il nous a pas expliqué. Moi, je pense que oui, parce qu'il a beaucoup de paysages. Donc effectivement, il faut quand même qu'il garde quelque chose. Ou alors il prend des photos. Enfin voilà, je sais pas trop comment il travaille, mais on l'imagine bien croquer, effectivement. Oui, parce qu'il y a une partie de son travail, en tout cas, des aquarelles, etc., où on voit les crayonnés et tout, qui sont un peu des crobards, quoi, voilà, si on peut dire ça. Et dans ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, je pense que tu faisais allusion, donc les Cointos Bizarres, là, c'est à la rue des Vignoles. Et là, il a écrit un petit texte, voilà ce que dit le petit texte. Le carambolage des époques multiplie les rencontres architecturales étranges. Cointos bizarres que les édiles rêvent d'éradiquer, car ils choquent profondément leur désir d'ordre. Ce sont les îlots insalubres dont l'anéantissement est annoncé dans un futur proche. Ici, on fait reculer l'habitat indigne.
partisan des opérations table rase, rendez-vous dans la cour du Dragon, le viaduc de Tolbiac. Donc effectivement, il y a quand même cet engagement. Enfin, c'est des pancartes qu'il a dû voir. Et donc moi, ce livre des Coïntos bizarres, effectivement, m'a beaucoup plu parce que c'est tous ces lieux qu'on aime regarder, quoi. Et qu'on sent vraiment fragile, voilà, parce que à plusieurs reprises dans cette rue. Où il y a le repère de la CNT. La rue des Vignoles, oui. Oui, la rue des Vignoles, c'est vraiment des coins de Paris qui survivent. On se demande comment d'ailleurs, hein, qui survivent au désir de destruction des édiles pour foutre à la place du bétonnage, quoi, des choses des bunkers modernes, enfin ils appellent ça moderne, les bunkers, ça a toujours été un petit peu repoussant. Voilà. Ouais, donc dans ce même livre, effectivement, il y a un pont du bassin de la Villette, il y a un bâtiment plus industriel. Enfin, vraiment, moi, ce livre m'a vraiment beaucoup touché, quoi. Ouais. Oui, parce que nous, ce qu'on aime dans Paris, c'est justement toutes ces venelles, ces arrière-cours. Il y a des lieux comme ça secrets qu'on découvre au hasard de balade, et c'est un petit peu comme son travail, voilà. Son travail, on le découvre comme une venelle ou comme une petite, une venelle avec des petits pavillons de chaque côté dans un quartier populaire bruyant. on en a connu comme ça. Moi, j'ai connu une chose semblable où il y avait un copain qui occupait un ancien local d'ouvrières de la couture, quoi, voilà. C'était un atelier qui devait dater du 18-19e, quoi, qui existe encore, mais c'était dans une cour avec plein de petites maisons de cette époque-là, mais si on n'ouvrait pas, il y a une énorme porte en bois. Et si on n'ouvrait pas cette porte, on peut vivre dans le quartier toute sa vie sans découvrir ce trésor de mémoire. Ouais. Bah là, c'est pareil, il y en a un, c'était sous le quai de la Râpée, là, le dessous du métro, là, aérien qui passe. Et moi, ce que j'admire chez les graveurs, c'est que, ils ont le dessin, et ils ont la technique. En fait, c'est des artistes vraiment complets, parce que faut maîtriser ces deux arts, quoi. Oui, lui particulièrement. Non seulement il dessine, il grave, mais en même temps il tire ses épreuves lui-même. Il a une machine, une presse. Là, ils font tout, du début jusqu'à la fin. Ils donnent pas leurs planches gravées, ils les donnent pas à un imprimeur pour faire le boulot. Non, ils font tout. Voilà, ils sont multipasses, comme on dit. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Dans la rue des Vertus, c'est là qu'il l'a connue. Au jardin des Tuileries, tous deux se sont souris. Près du pont de l'Alma, il l'a prise par le bras. Sur les quais de la Seine, il lui a dit « Je t'aime ». Ils étaient serrés sous la nuit, elle si douce et si jolie. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Mais on ne sait pas pourquoi un jour il lui a dit qu'elle ne lui plaisait plus, qu'entre eux c'était fini.
Le jardin des Tuileries est bien triste sans lui. Et les quais de la Seine sont plus gais quand on s'aime. Dans la froide rue des Vertus, le bel amour a disparu. Les rues de Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour des saisons. De Paris chantent des chansons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. C'était dans les rues de Paris, Mouloudji. Qui traduit vraiment ce Mouloudji, en plus c'est un parigot. Voilà, il est né, je crois, à Belleville, et il avait son papa qui était algérien, je crois, et sa maman bretonne. Donc c'est typiquement typique, le titi parisien typique quoi, de ces époques. Et donc c'est une chanson comme beaucoup de chansons interprétées ou parfois ou même écrites par Mouloudji qui sentent vraiment Paris, quoi, qui sentent les petits trucs de Paris, qui sentent les petits coins, les bougnats, etc. qu'il y avait avant. Voilà. Pour parler et continuer à jacter sur le travail de Salmovitch. Voilà, alors effectivement, l'idéal c'est d'y aller. Hein. C'est quand même assez facile d'aller dans cette petite galerie. Par contre, c'est principalement le week-end, hein, l'ouverture. Et donc, il a écrit, quand il fait ses livres, il a travaillé aussi donc sur les forêts, la forêt de Fontainebleau. Et là, donc, il y a une page, il y a une gravure, et à chaque fois, il fait un petit texte qu'il écrit, qu'il rédige lui-même. Par exemple, voilà ce qu'il écrit. Quand on s'est perdu dans les gorges, parmi les effleurements de grès, comme une croûte brisée où poussent des pins aux formes hallucinées, et qu'on a tenté de dessiner ces rochers, ils se métamorphosent insensiblement, et leurs cavités se transforment en regard et en bouche. L'érosion forme sur leur surface l'apparence d'écailles. Ils ont l'aspect de bêtes très anciennes, qui auraient été figées sur place par un éclair mystérieux, mais qui continuent à vivre dans un temps différent du nôtre. En fait, à chaque fois, on sent que ce qu'il écrit, c'est l'émotion de l'instant dans ce qu'il voit, quoi. Comment il part, voilà, ce que ça lui inspire, que ce soit une souche retournée, que ce soit des rochers. Et nous, on connaît vraiment bien cette forêt de Fontainebleau pour savoir ressentir un peu tout ce qui se passe dans ces promenades entre les rochers de grès, quoi, justement. Il a écrit aussi, donc il a fait un livre qui s'appelle Sur le Forum et le Palatin. Donc là, c'est autour de Rome. Donc voilà, je vais lire aussi la première page de son introduction. J'aime les paysages désordonnés, j'aime le chaos. Sous le désordre, il y a des choses qui se cachent et c'est un plaisir de les débusquer. Le plaisir inépuisable de l'observateur. Les archéologues fouillent et retournent la terre de Rome depuis des lustres et il ne semble pas qu'ils en aient encore épuisé la matière. On sait grâce à leur labeur acharné quel était l'aspect de l'ancienne cité, et un visiteur érudit peut par la pensée restituer sa forme. Ce doit être agréable d'avoir une connaissance complète de l'endroit et de savoir à quoi correspond chaque pierre. Quand j'ai la chance d'être ici moi-même, je ne manque jamais de venir faire quelques aquarelles. Les 7 arpents qui ondulent du Capitole jusqu'au Colisée sont tellement riches qu'ils ne me lâchent jamais. Sans exagérer, on peut dire du Forum romain qu'il est le nombril du monde, de notre monde occidental en tout cas. Ce nombril existe à côté de l'arc de Septime Sévère. C'est un puits de briques appelé Umbilicus Urbis. Il communique avec le monde des morts. Le 24 août, les Romains restaient chez eux, car les âmes remontaient par ce puits pour se promener par la ville. Ce jour-là, les touristes risquent de faire de drôles de rencontres. Voilà, ce n'est qu'une partie de ce qu'il écrit, parce que là c'est pareil, sur cet album, il y a tout ce qu'il va voir, tous les bâtiments, tous les temples qui sont tout autour de Rome, et à chaque fois il y a un texte qui accompagne, quoi. Oui, non, mais c'est quelqu'un de... Alors, bon, comme artiste graveur, vraiment, c'est... Comment on pourrait dire ça?
il traduit une beauté qu'on ressent pas dans beaucoup d'autres œuvres, d'autres graveurs. Et en même temps, oui, cette érudition, c'est quand même assez impressionnant parce que si vous le voyez, si vous parlez 2 minutes avec lui, vous ressentez pas tout ça. C'est tellement caché, il y a une telle pudeur chez cet artiste qu'il faut plutôt sentir que voilà, il n'y a pas vraiment d'explication de sa part sur si, à part dans ses écrits, voilà. Il semble qu'il soit plus à l'aise pour écrire que pour parler. Oui, nous on n'a vraiment pas senti qu'il avait envie de nous vendre son boulot, quoi. Ça c'est évident, il était vraiment très discret. Il y a un autre livre qui s'appelle Type, donc les différents types. Et là, enfin on a précisé que c'est de la gravure sur bois, je sais même pas, si quand même. De la gravure sur bois, on a précisé que c'était de la gravure sur bois dans l'émission, je sais même pas, si. Oui, je pense qu'on voilà. Et donc dans son livre type, donc il y a par exemple il y a le lecteur, il y a le badaud, il y a l'homme, il y a un garçon vaché, il y a un maître boucher, un collectionneur, un typographe, un marchand de tapis, un jockey vainqueur. Et là, c'est des gravures qui sont beaucoup plus puissantes. Justement là, il n'y a plus le côté bucolique. Là, on est plutôt du côté pas du côté Mazerel, mais quand même avec des traits qui sont vraiment très marqués, quoi, sur les physionomies. Tout à fait, oui. Oui, et puis là, il y a aussi, c'est pas un trait unique. Et il travaille, enfin, il y a beaucoup de lignes autour des visages, dans les visages. C'est presque c'est comme de la sculpture. Voilà, enfin, il sculpte le bois, évidemment, c'est un sculpteur aussi, mais il travaille les lignes. Ouais, c'est vraiment. C'est pas une gravure épurée, c'est une gravure fourmillante, quoi, voilà, pour donner ce caractère rustique à ces personnages. Ouais. Donc, voilà, on peut que vous inviter à y aller. Et je voulais juste donner un petit parler de... Ah oui, s'il avait fait une exposition, en fait, je me suis aperçue que c'est quelqu'un que j'avais déjà croisé il y a quelques années. En fait, dans notre parcours artistique, on avait rencontré Philippe Roux, qui est graveur. On avait été voir une de ses expositions, donc rue des Cascades, justement. Là, il y a aussi, ça fait partie de l'atelier des Lilas, c'est Christine Meller et Raoul qui donnent des cours là-bas. Et Philippe Roux nous avait énormément plu, son travail nous avait plu. Pareil, il faisait des petits bouquins. Et un jour, Philippe Roux faisait une exposition avec 2 autres graveurs sur toutes les cartes de vœux qu'ils avaient faites depuis plusieurs années. 30 ans. Voilà, donc un dimanche après-midi, j'étais allée voir, parce que c'est dans le 20e, c'est pas très loin de chez moi. Et donc, en fait, Sylvain Salmovitch nous a dit qu'il avait exposé là-bas et que Philippe Roux était un de ses vraiment bons copains, quoi. Ouais. Non, parce qu'il a aussi pour moi, qui n'est pas vraiment d'ami, là on sent une vraie amitié entre ces artistes, voilà. Qui date pour certains des Beaux-Arts, qui date pour d'autres lieux ou d'autres occasions. Mais il y a on sent une vraie solidarité, une vraie amitié, quelque chose de solide, voilà. Et ça, moi, ça m'impressionne énormément. Parce qu'on sait bien que dans les milieux artistiques, les amitiés solides, c'est un petit peu fragile. Ouais. Mais Philippe Roux est un peu comme lui, effectivement, c'est quelqu'un qui reste très discret, nous on avait adoré son boulot, mais c'est pareil, il nous a pas vanté sa marchandise, enfin on sent qu'il y a des égos qui sont très, très mesurés, c'est vraiment, vraiment agréable, quoi. Le travail suffit à part lui-même, en fait, on n'a pas besoin de plus, quoi. Non, bien sûr. Non, puis en même temps, si vous voulez, cette gravure sur bois, c'est quand même oui, moi je pense toujours à la sculpture quand je pense à la gravure sur bois, voilà. On a affaire au bois, on a affaire à une matière chaude, une matière vivante, pas comme l'acier ou comme le cuivre, quoi, c'est autre chose. Voilà, et puis on se sert de gouge, un petit peu comme le sculpteur sur bois se sert de gouge pour tailler ces sculptures. Voilà. Il y a quelque chose de très manuel en même temps, de très proche de l'humain, en tout cas. Voilà. C'est le prolongement d'une main et le prolongement d'un esprit, c'est presque un art de vivre, quoi. En tout cas, d'ailleurs, il y avait une peintre, une dame, là, qui était assise un peu à l'écart et qui feuilletait un des livres de cet artiste, et c'est une amie à cet artiste, et j'ai discuté un peu avec elle, et là aussi on était... Alors, c'est une personne qui devait avoir, disons, peut-être 70 ans, je sais pas, peut-être moins.
je ne suis pas très fort pour donner les âges d'après les physionomies, et qui n'avait pas de site, qui n'avait pas de carte de visite, je ne sais pas quoi. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle faisait, c'est quasiment impossible parce qu'elle ne se situe pas elle-même dans un courant artistique, etc. Elle aime bien l'abstraction, mais en même temps la figuration, etc. Mais c'était complètement décalé par rapport au mode de vie des gens d'aujourd'hui, quoi. Je ne sais même pas si elle avait l'ordinateur. Ouais, Pascal, elle s'appelle. Ouais, Pascal. je ne sais même pas si elle avait un téléphone. Enfin bref, c'était quelqu'un complètement lunaire, quoi. On avait l'impression de remonter dans un passé très lointain. Et moi, j'essaie d'imaginer la vie de cet artiste qui expose rarement, etc., etc. Voilà, qui vit encore comme on vivait il y a un siècle, quoi, quand on était artiste. Ouais, non, elle était vraiment, vraiment touchante. Oui, oui. Non, c'est bien. C'est surtout en discutant avec cet artiste, cette femme, que j'ai le mieux ressenti ce qui se passait dans cette galerie. Voilà, parce qu'il se passait quelque chose. C'était très difficile à saisir, c'était pas très affirmé tout ce qui se passait. Mais il y avait ça se feintait quand même un peu la magie, tout ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc cet atelier des lilas pour la gravure et la typographie, là, donc, est 15 rue de Romainville aux Lilas. Nous, on l'avait visité une fois, on est allé un peu voir. C'était une ancienne usine désaffectée que la ville des Lilas, en 2007, avait mis à disposition de l'association contre un loyer modeste. Donc fin 2023, elle va déménager, elle va aller à côté du fort de Romainville, à la halle Jean Jaurès. Et ça, il nous avait dit qu'effectivement, il était prévu que ça soit déplacé. Bon, moi j'ai toujours peur dans ces cas-là que les associations disparaissent, mais là, c'est quand même une grosse association, il y a 170 membres autonomes, 30 membres permanents, il y a 40 élèves, c'est un atelier qui est autofinancé, autogéré, et donc ils vont être relogés. Donc après, on ne connaît pas effectivement les dessous de ce qui se passe, mais en tout cas, c'est quand même rassurant de savoir qu'ils ne vont pas disparaître, parce que nous, c'est là qu'on a fait quand même nos belles rencontres, comme Juliette Planck, Raoul Viloulas, Alice Amoroso, enfin, on les a pas rencontrés directement forcément par l'atelier, mais quand on a discuté avec eux, ils étaient tous passés par les Lilas. Non, on peut aussi rendre hommage à ce couple qui tient ça à bout de bras depuis des années, peut-être 30 ans, je ne sais pas combien, voilà. Aussi bien la rue des Cascades que l'atelier des Lilas. Et je ne sais pas s'il y a un graveur dans Paris qui n'est pas passé par là. Ouais, ils font aussi de la sérigraphie, de la typographie. Non, c'est vraiment un lieu de création extraordinaire, quoi. Et ces deux personnages, ce couple, pareil, sont très discrets, sont pas du tout à la ramener, etc. Ils font pas du tout, si vous voulez, président ou présidente d'une association artistique pléthorique comme celle-là. Hein. On croirait que c'est une petite asso de quartier là qui fait son petit business. Non, pas du tout. C'est une grosse association, comme vient de l'évoquer ma camarade. Voilà. Donc pour aller voir Sylvain Salomovic, c'est jusqu'au 24 mars. Donc c'est la galerie L'Art Utile, 6 avenue Édouard Vaillant. C'est le samedi et dimanche de 14h30 à 19h ou sur rendez-vous. Je mettrai l'affiche sur le site. Et y a des bus qui arrivent jusqu'à la porte des Lilas. Sinon, on peut passer aussi par la mairie des Lilas. Mais de savoir que la porte des Lilas, c'est un quart d'heure à pied, quoi. Ouais. Et ça permet de passer devant cette maison avec ce petit regard justement dans le jardin, qui est quand même un bel ouvrage. Ouais, et qui est toujours en activité parce qu'on entendait l'eau qui coulait en dessous, quoi. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter.
Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis, et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville et le chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'apprendra le code civique et la probité. Si tu les mets en pratique, tu seras exploité. Par contre, si tu t'en balances, tu seras respecté. Et selon toute évidence, tu seras député. Pour te faire connaissance de la liberté, tu seras dès ta naissance finement ligoté. Tu pourras souiller ton lange afin de protester. C'est tout de même toi, petit ange, qui sera embêté. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père et c'est ce qu'on m'a dit. Ça revient de façon régulière, tout comme les radis. Voilà, mon cher petit homme, tout ce qui t'attend, parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. C'est peut-être une folie, mais si tu voyais comme ta maman est jolie, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du muguet. C'était le Bois de Chaville par Pierre Détail. Et tout de suite, sur Radio Soupente, nous allons poursuivre avec la culture. Non, les expos d'abord. Ah bah non alors. Alors les expos. Gribouillage au musée des Beaux-Arts. Bon, je n'en ai pas retiré quelque chose de transcendant, mais ma camarade l'a beaucoup aimé. Donc, vous pouvez vous faire une idée. Musée des Beaux-Arts. Galerie Kaléidoscope, notre chère Galerie Kaléidoscope, avec sa chère directrice, qui diffuse, enfin qui vous montre une facette de la nouvelle figuration, et ça dure jusqu'au 11 mars. Et puis après, il y aura une suite. Vous savez, ils ont déménagé, ils sont maintenant rue Mazarine, à Paris toujours. Les ateliers de Juliette Planck, voilà, c'est à Rochefort-sur-Mer. L'Expo Zadkine jusqu'au 2 avril. Baya, l'Institut du monde arabe jusqu'au 26 mars. Super expo, super artiste. Alors, l'écologie du regard au musée de l'architecture. Non-lieu à la fondation Dubuffet. Voilà, qui ouvre donc le 7 mars. Donc c'est la série des non-lieux. Donc c'est la fondation Dubuffet, c'est dans le 6e arrondissement. Et ces non-lieux, alors il y a une photo là sur leur site, c'est des peintures sur fond noir avec du blanc pur épais, donc ça fait des traits ou des visages un peu blancs. Voilà, faut savoir ce que c'est avant d'y aller. Ça peut être expérimental, ouais. Voilà, ils disent qu'il faut les considérer comme des exercices journaliers. D'accord. Mais quand on ne sont pas dans le coin, pourquoi pas quoi. Oui, bien sûr. Si, il y a Germaine Richier, la sculptrice qui est exposée à Beaubourg. C'est donc 200 œuvres. Ça commence. 200 œuvres. Ouais, ça commence le 1er mars. Il y a des sculptures, des gravures, des dessins. C'est du 1er mars au 12 juin.
Et ça, moi, j'ai très envie d'y aller. Si on veut voir des sculptures de Germaine Richier, il y a ces pions d'échiquier là qui sont dans le jardin des Tuileries. Mais je pense que là, c'est une exposition qui est beaucoup plus riche. Il y a aussi à la bibliothèque Forney, ça commence le mercredi 8 mars jusqu'au 1er juillet, c'est Jeanne Malivelle, ça c'est ma copine Isa qui m'en a parlé. Jeanne Malivelle est une Bretonne, c'est une artiste pionnière de l'art déco, mais qui est engagée dans tous les domaines des arts appliqués, qui a aussi fait de la gravure sur bois. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi une incontournable à découvrir ou à redécouvrir, mais plutôt à découvrir. Ouais, à découvrir. Une artiste engagée, donc ça, moi, ça me fait vraiment très, très envie, quoi. Bah, moi aussi. Voilà. Et sinon, une petite exposition aussi, mais ça c'est au musée de la Résistance à Champigny. Ce sont sur les balles populaires. C'est ma copine Claudine qui m'a parlé de ça. C'est bien d'avoir des copines qui sont un peu partout pour avoir des infos. Donc vous n'irez plus danser les bals clandestins. Donc c'est jusqu'au 2 avril. Ce sont des photos de bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale, quand effectivement on a pensé que les gens qui dansaient, ça pouvait quand même être un acte de résistance où il fallait quand même pas. Pour les Allemands, c'était des lieux de sédition potentiels, et pour Vichy, ça ne se faisait pas d'aller danser, mais les gens finalement ont toujours continué d'aller danser. Donc il y avait des bals clandestins pendant toute la Seconde Guerre mondiale, quoi. D'accord. Bon. Et ça, je l'apprends. Et tout de suite, la culture. Alors, on est allé voir avec mes camarades la syndicaliste. Alors, si tu veux en parler. Oui, je vais en parler. C'est un film de Jean-Paul Salomé. La syndicaliste, pour moi, c'est un film incontournable qui m'a bouleversée, parce que c'est quasiment un docu-fiction qui raconte l'histoire de Maureen Kearney, qui est militante chez Areva et qui syndicaliste. Voilà, qui est militante syndicaliste chez Areva, qui va lutter pour protéger les emplois chez Areva. C'est au moment où Anne Lauvergeon est PDG d'Areva. Anne Lauvergeon va être mise de côté pour être remplacée par Luc Courcel. Et en fait, Maureen Kearney va avoir des documents qui vont lui montrer qu'il est en train de se tramer la destruction d'Areva au profit d'un contrat entre EDF et la Chine, pour que la Chine puisse profiter de la technologie française. Donc elle va soulever tout ça, distribuer des tracts aux députés, enfin voilà, elle va alarmer tout le monde. Et en fait, là, elle soulève un énorme lien, enfin c'est un truc fou qui va la dépasser, et donc elle va être menacée. Et en fait, elle continue jusqu'à ce qu'elle soit agressée un soir chez elle. C'est une agression très violente. Donc il va y avoir toute une enquête judiciaire qui bien sûr n'aboutit pas, parce qu'il y a probablement derrière des hommes de main qui sont intervenus. Et donc c'est toute l'histoire de son combat, et qui n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'elle, de victime, après elle va passer à coupable, parce qu'on va trouver que c'est elle qui a mis en scène effectivement le viol qu'elle subit. Et elle va faire appel, elle va réussir en appel. Et moi, ce que j'ai vu en plus derrière ce film, c'est aussi la façon, et ça je m'y attendais pas, la façon dont les femmes qui portent plainte pour viol, comment elles sont traitées par les instances judiciaires et policières, c'est-à-dire que voilà, et masculines, c'est-à-dire que c'est quand même complètement minimisé, ça reste une violence incroyable, avec des propos. Et là, elle nous parle qu'elle subit des tests, des examens gynécologiques pour voir si c'est possible, si ce qu'elle raconte est possible. Et pour moi, c'était insupportable. C'est-à-dire que ces hommes sont là à l'examiner. Enfin, il y a vraiment ces hommes qui sont en permanence là, et cette femme qui fait de ce qu'elle peut. Bon, ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais pas. Je pensais dans le film, on voyait seulement son combat de syndicaliste et son agression, mais en fait, ça dénonce quand même tout ce traitement de comportement vis-à-vis des femmes violées, quoi. Et ça, c'est très très important. Oui, et d'ailleurs, le comportement aussi. Complètement stupide, ridicule, qui relève, oui, mais elle portait pas de culotte. Non mais, alors c'est une accusation quasiment, c'est une pute, quoi. Elle porte pas de culotte le matin, elle vient de se lever, elle va elle va se laver dans sa salle de bain. En général, on enlève sa culotte, hein. On prend pas une douche avec sa culotte. Mais il s'attarde sur des détails comme ça qui décriminalisent complètement leurs accusations, parce que aller dire à une femme qui fait sa toilette et qui ne porte pas de culotte, c'est complètement, je veux dire, c'est si ridicule que, voilà, simplement,
simplement cette accusation, ça désigne tout ce qu'ils ont pu trouver. D'ailleurs, ils n'ont rien trouvé. Tout ce qu'ils auraient pu trouver pour en conclure que c'était elle, une mythomane, quoi. Ah non, mais c'est insupportable. Mais non, mais fait, c'est insupportable. Et en fait, de bêtises. Mais c'est ce qu'on appelle en fait même cette culture du viol à la française, c'est-à-dire que parce qu'on porte une mini-jupe, en fait, on incite au viol, on est quasi responsable, quoi. Et ça, il faut vraiment démonter tout ça. Et ça, c'est vraiment bien mis dans le film. Bon, alors, elle, en plus, elle s'est attaquée quand même à des gros bonnets, hein, quand on parle d'EDF, du nucléaire, de la Chine. C'est pas de l'attaque. Son boulot, c'était de préserver les emplois. Ah non, mais c'est extraordinaire. Hein, voilà. Alors, elle faisait son boulot. Quand elle a su ce qui se passait avec les Shintok et EDF, elle a bien senti, parce que c'est une professionnelle, elle s'est bien rendue compte qu'à terme, c'était des emplois qui allaient disparaître. C'était des gens dont elle était responsable qui allaient morfler. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est insupportable pour les gens de pouvoir. Il ne faut pas les emmerder. Ouais. Alors donc, moi, je trouve que ce film est vraiment un film à voir. Et en plus, moi, j'ai regardé quelques vidéos où on voit vraiment, aujourd'hui, Maureen Kearney qui arrive à faire d'autres choses, qui s'est investie dans des cours d'anglais pour les enfants, qui est dans des associations de protection des femmes victimes de violences conjugales. Et cette femme me touche, parce que elle est une origine irlandaise, elle a un accent, elle est toute fine. Et quand on voit ce qu'elle a été capable de faire, enfin moi, elle m'a vraiment bouleversée. Alors si on veut aller un peu plus loin, effectivement, il faut aller voir quelques vidéos, aller passer dans l'émission C'est à vous. Il y a eu un an, il y avait 2 émissions des Pieds sur Terre qui racontaient effectivement son histoire. Je pense que c'est au moment où le film a commencé à être tourné, où les Pieds sur Terre ont enquêté et l'ont interviewé, ainsi que le policier qui avait enquêté à l'époque, qui alors là est odieux tellement il minimise, il revient, c'est absolument ahurant. Il y a le témoignage de sa fille, parce qu'en fait, effectivement, dans ces cas-là, toute la famille vit quand même dans la peur. Donc voilà, on peut aller un peu plus loin en écoutant et en la regardant, elle, qui, moi, me touche profondément, quoi. Oui, et puis alors, il faut surtout insister sur la crétinerie, la bêtise, la stupidité de tous ces gens de justice, ces enquêteurs, etc., la gendarmerie et tout, mais ils sont au-dessous de tout. Moi, je ne peux pas dire que je les estime beaucoup, mais à ce qu'on a vu là, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Voilà, le comportement qu'ils ont envers cette femme, quoi, qui a été agressée, violentée, etc., qu'ils aient une attitude semblable. Et je me pose la question de savoir dans leur couple comment ça se passe, quoi. Voilà, donc dans le culturel, je poursuis. Il y a un site de podcast qui s'appelle Thinkerview et qui fait des entretiens très longs, sans filtre, avec plein de gens différents. Et là, il y en a, le dernier que je viens d'écouter, c'est le couple des Bourguignons, c'est Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des ingénieurs agronomes spécialisés dans la microbiologie des sols et qui ont quitté l'INRA quand en fait leur travail à l'INRA n'était plus satisfaisant pour leurs instances de direction, parce que justement ils prennent complètement le contre-pied de tout ce qui est industriel, chimique, et donc ils ont monté leur propre labo et ils travaillent maintenant sur la viticulture et ils proposent des études de sol pour aider les agriculteurs, les maraîchers à régénérer les sols et à comprendre comment fonctionne le sol, et ils alertent effectivement sur l'état des sols en France. Là, c'est un entretien qui dure 2h30, c'est jubilatoire, on peut l'écouter par morceaux, mais le couple est assez extraordinaire, ça fait 42 ans qu'ils vivent ensemble, donc des fois ils se coupent un peu la parole, il y a ce côté un peu truculent, mais ils ont un savoir de leur travail, d'une connaissance des sols qui est vraiment qui est folle, enfin qui donne vraiment envie d'en savoir plus, et qui d'ailleurs ils sont blacklistés parce qu'ils donnent plus de cours dans les chambres d'agriculture, dans les écoles agricoles, voilà, parce qu'effectivement ils travaillent sans produits chimiques, ils vont à l'encontre de tout ce qui rapporte beaucoup d'argent. Donc les Bourguignons, c'est vraiment à écouter, quoi. Et les Contemplés? Alors les Contemplés, c'est un livre de Pauline Hillier.
J'ai découvert Pauline Hillier à la Grande Librairie il y a quelques semaines. Et c'est une Française qui était fémène, qui est partie en Tunisie en 2012 quand il y a eu les révoltes en Tunisie, et qui s'est retrouvée en prison avec 27 co-détenus, et elle a mis 10 ans pour écrire en fait ce qu'elle a vécu en prison. Et donc c'est un livre qui est magnifique, parce que c'est tout son rapport avec ces femmes qu'elle rencontre, avec tout ce qui va se lier entre elles, comment elles vont cohabiter. Et en fait, toute cette sororité, toute cette entraide féminine face à la prison, et elle raconte... Comment t'as dit cette quoi? Cette sororité, c'est un très beau mot, sororité. Et donc voilà, Pauline Hillier raconte ça, donc j'ai pratiquement terminé le livre, et c'est vraiment magnifique de voir comment le lien entre les femmes se crée de plus en plus fort, même des femmes qui a priori au départ sont un peu méfiantes, même elle est tétanisée, parce qu'elle se retrouve en prison sans savoir combien de temps elle va être en prison, avec une langue qu'elle ne maîtrise pas. Et elle n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Son son arrestation est médiatisée, mais elle sait très peu de choses parce qu'on ne prend pas le temps de lui raconter. Et voilà comment ça se passe quand d'un coup on se retrouve en prison dans un pays comme ça, quoi. Ouais. Bien. On a fait les expos, ouais. Et maintenant, Radio Soupente, ça ne sonnera pas un 100 fois sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni pourri et diffuse sur internet à racaille.fr. Et je salue nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, Jean-Paul Souvraz, grand peintre du nord de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un géant, Claudine, la pote à ma camarade Pacaïcou, qui l'a branché sur l'expo des bals clandestins à Champigny, au musée de la Résistance. Si j'avais pas mes copines, j'en perdrais des infos. Hein. Ouais. Corinne, une tapissière de génie, qui n'en a pas de nouvelles depuis un moment d'ailleurs. Frédéric, un pote aussi de Lille, qui est pote avec Corinne. Juliette Planck, alors notre graveuse émérite et superbe de Rochefort-sur-Mer, qui anime aussi de temps en temps des émissions sur Radio Bigaille. Marie-Christine Béguet, dont on n'a absolument pas de nouvelles, merci Christine, on est content. Clément, un graveur un graveur fou, le Vincent Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge. Alors, faut voir le boulot. Hein. Agnès Dubart, une graveuse aussi en relégation en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, un travail. Alice Amoroso, une graveuse très jeune, voilà, un petit génie de la gouge. Raoul Villoula, même punition, même motif. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes magnifiques. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar magnifiques. Geneviève, sorcière bien-aimée, magnifique. Marie-Christine et Christophe, qui est militante chez Militant qui milite, magnifique. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance, oui, ma Cécile, on la sent et on t'aime, magnifique. La Rose flamboyante, qui anime 2 émissions sur Radio Omni pour les enfants de pour Papa et Maman. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, hein, et Dominique Paulin-Ardouin, bon, hélas, aujourd'hui disparu, mais on chérit son souvenir. Marie-Pierre, une collectionneuse qui est en docteur et qui va bientôt, malheureusement, prendre sa retraite. Voilà, alors là, je ne sais pas si on pourra lui pardonner. Marie Degnaud, une galériste qui fait surtout dans l'art de... La nouvelle figuration. Voilà. Et qui a changé de lieu d'exposition et qui est maintenant rue Mazarine, à Paris, rue de gauche. Avant, elle était rue droite. Antoine Manoury, un musicos, un pote à ma camarade Pécueil. Ils vont faire un concert d'ailleurs, le 18 mars, dans le 13e arrondissement. Ah ouais? Ah bon. Eh ben, super à tous. Il faut tous vous bouger les fesses pour y aller.
Anna Sinarska, une peintre polonaise de génie, Karine Brescia, une décoratrice d'intérieur et artiste par ailleurs, de génie, et tous ceux qui ne sont pas dans cette liste, ça fait du monde, minus du monde. Voilà, l'émission est à l'écoute sur notre blog arracoy.fr et tout de suite on finit avec notre camarade Mélis Mec. Salut à tous. Salut à tous. Malgré l'écran suet une néance, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal des jeunes temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.